Hello, everybody, and thank you very much for joining us today. My name is Brian Bonjour à toutes et Motherway. à tous, merci de vous être joints à nous. Je m'appelle Brian Motherway et je suis ici à l'AIE. Nous sommes ravis de co-organiser cet événement aujourd'hui dans le contexte, dans le cadre de la transition énergétique propre axée sur l'humain et également dans le cadre de la pré-COP qui se tient en Italie. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer particulièrement sur la question du genre et de l'inclusion sociale. Et je suis absolument ravie de pouvoir accueillir un panel aussi varié et divers. Et je me réjouis donc de voir que nous ayons un panel d'intervenants qui viennent des 4 coins du monde. Nous allons commencer par l'un des grands noms du climat et de la transition énergétique, Monsieur Dan Jorgensen, ministre du Climat, de l'Énergie et des Services auprès de la collectivité du Danemark. Nous nous félicitons de votre présence aujourd'hui et nous vous sommes très reconnaissants de votre leadership au sein de la Commission. Vous êtes à Milan à l'heure actuelle et je sais que votre programme de la journée est particulièrement chargé. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci à vous. C'est un plaisir d'être ici. Et merci également de tout le travail que vous réalisez au sein de l'AIE et également dans le cadre de la commission que je préside, sans oublier bien entendu les relations bilatérales. Et je vous suis vraiment reconnaissant de votre engagement. Cette commission a notamment pour objectif d'aborder la question de la transition énergétique propre sous le prisme de l'égalité homme-femme et de l'inclusion sociale pour que personne ne soit laissé de côté. Il y a une véritable urgence à passer à l'action, mais il y a également des opportunités parce que la transition énergétique, elle peut créer des millions de nouveaux emplois et peut donner des opportunités économiques à des millions de personnes. Et ça peut être également une façon d'apporter plus d'inclusion dans la société. Au Danemark, lorsque nous avons construit les toutes premières éoliennes, c'était dans un objectif social. Qu'il s'agisse des turbines à vapeur, par exemple, à l'ère de l'industrialisation. Voilà des innovations qui permettent de moderniser la vie, qui permettent d'apporter de l'électricité. Et à l'époque, avec ces éoliennes qui avaient été créées pour la toute première fois au Danemark, l'objectif, c'était d'apporter de l'électricité aux campagnes danoises, notamment du fait des hivers qui sont particulièrement longs et avec très peu d'heures d'ensoleillement au Danemark. Donc, aujourd'hui, si nous construisons un avenir fait d'énergie propre, eh bien, cela nous permettra de répondre aux urgences du climat et puis également de nous créer nous-mêmes de nouvelles opportunités. Alors, bien entendu, les contextes sont divers et variés et il faut les prendre en compte. Prenons l'égalité des genres. Dans de nombreux pays du monde, les femmes sont bien trop souvent impactées par un manque d'accès à l'énergie et aux énergies propres, notamment. D'où l'idée de prendre en compte la santé et l'impact socio-économique sur les femmes, avec
notamment un certain nombre d'initiatives qui ont été prises en la matière. De plus, il y a dans certains pays, par exemple au Népal, où il y a des programmes qui sont mis en œuvre dès le plus jeune âge pour que les femmes soient partie prenante de ce changement. Alors, cette transition énergétique euh, propre, elle, implique un certain nombre d'impacts du point de vue des emplois déjà, puisque cela veut dire qu'il y aura des emplois qui vont disparaître, et également parce qu'il y aura des adaptations à faire. C'est la réalité telle qu'elle est et assez dure sous certains angles. Mais cette réalité, elle est là. Si nous souhaitons atteindre nos objectifs climatiques, il faut que toutes les femmes et tous les hommes soient au centre de nos objectifs. Il ne faut absolument laisser personne de côté. En travaillant ensemble, je sais que nous y parviendrons. Merci de votre attention. Merci à vous, Monsieur le ministre. Et comme toujours, vous nous avez donné un éclairage historique extrêmement intéressant avec le fait que, à l'origine, les énergies renouvelables avaient été créées dans une optique d'inclusion sociale. Et donc, bien entendu, l'homme, la femme doit être au centre de nos efforts et l'exemple que vous avez employé l'illustre parfaitement. Donc, merci. Merci de votre engagement. Alors, je sais que vous avez de nombreuses réunions extrêmement importantes auxquelles vous devez assister à Milan, donc nous sommes particulièrement reconnaissants de votre présence avec nous aujourd'hui. Je vais maintenant me tourner vers un autre membre de très haut niveau de notre commission également, Monsieur Jamshid Godrej, qui est président du Conseil de l'énergie, de l'environnement et de l'eau. Et bien entendu, il est également le PDG de Godrej et Boyce. Elle est très connue pour son leadership dans ce domaine et nous vous sommes extrêmement reconnaissants de votre participation à la commission et également aujourd'hui à cette conférence, à ce webinaire. Merci, Excellence, Monsieur Jorgensen. Chers amis, bonjour à vous. Je suis ravie de faire partie de ce panel qui se réunit aujourd'hui dans le cadre de la Commission mondiale pour des transitions énergétiques propres axées sur l'humain. Alors, on a tendance à se concentrer sur les réglementations, sur les normes, sur les investissements dans les technologies et également de renforcement des capacités. Mais finalement, on parle très rarement des hommes et des femmes qui sont au cœur de cette transition, notamment ceux et celles qui sont affectés par ces changements. Nous partons de l'hypothèse que du fait que la cause est noble, tout le monde en bénéficiera. Mais la réalité, elle est bien plus nuancée. Nous devons aborder cette question de la transition énergétique propre sous tous les angles. Et il y a une question, bien entendu, qui est sectorielle, mais également de développement socio-économique pour faciliter cette transition. Le défi est immense. Environ 760 millions de personnes dans le monde entier continuent de ne pas avoir accès à l'électricité. Un grand nombre ont un accès à l'électricité, mais souvent juste quelques heures par jour et avec en plus un encadrement qui est particulièrement instable et capricieux. Nous devons également fournir à 2,6 milliards de personnes un accès à des appareils électroménagers propres d'ici à 2030. Et il y a également la question de la COVID-19, la crise sanitaire qui a apporté un coup à toute cette transition. Des millions de personnes ont perdu la vie et des milliards de personnes ont perdu leurs moyens de subsistance. Il y a eu un changement de paradigme également dans les actions qui étaient prises par les gouvernements et qui se sont vraiment concentrées sur le plus urgent, c'est-à-dire sauver des vies.
Les confinements à répétition également ont fait que de nombreuses personnes ont perdu leurs moyens de subsistance, d'où l'urgence d'une transition énergétique propre. Il faut vraiment prioriser la question de l'accès à l'énergie et éliminer la pauvreté énergétique dans les pays pauvres tels que l'Inde. Il nous faut concentrer sur les femmes et les populations marginalisées qui sont souvent impactées de façon disproportionnée par le manque d'accès à l'électricité ou qui se retrouvent dans des situations particulièrement difficiles au sein de leur communauté du India fait d'un has made manque d'accès à l'électricité. Alors, l'Inde a beaucoup fait pour améliorer la sécurité énergétique ainsi que la stabilité énergétique. C'est 1,3 milliard d'habitants. Elle a également pris à bras-le-corps la question de l'égalité des femmes dans le cadre de la transition énergétique. Il y a 3 niveaux qui entrent en jeu. La volonté politique et la réforme des systèmes de gouvernance, la participation proactive de la société civile et l'implication et le volontarisme de l'industrie. Je vais vous donner des exemples pour illustrer mon propos. Le Premier ministre a mis en place un programme ciblant les ménages pauvres pour la période 2016-2019. Et ce, afin de permettre à ces ménages de ne plus souffrir de la pollution due aux moyens de cuisson polluants. Il y a également d'autres programmes qui ciblent les migrants ou les personnes déplacées du fait de la pandémie. En dépit de l'accès à la biomasse, le gouvernement a décidé de vraiment axer son action par le biais des chefs des communautés, des leaders des communautés. Et il y a eu des plateformes d'apprentissage par les pairs qui ont été lancées. Et il y a des femmes aussi qui ont été nommées qui font le relais avec toutes les femmes qui bénéficient du programme. Le Conseil sur l'énergie, l'environnement et l'eau a également institué un nouveau programme. C'est une initiative qui vise à promouvoir la distribution d'appareils d'électroménager qui sont propres et qui permettent donc des moyens de subsistance qui sont propres, qu'il s'agisse d'appareils qui permettent le traitement des denrées alimentaires et l'objectif de cette initiative, c'est vraiment d'avoir une preuve de concept. Les zones rurales de l'Inde, notamment les femmes, peuvent tout à fait s'inscrire dans un mouvement de modernisation sans avoir à migrer vers les villes ou les zones urbaines. Le secteur privé n'est pas en reste pour ce qui est de la question de l'accès à l'énergie propre pour aider à l'amélioration de l'efficience énergétique, de l'efficacité énergétique. Mon organisation, Godrej Boys, fondée en 1997, compte aujourd'hui de nombreuses filiales. Elle a été pleinement engagée envers le développement durable et l'inclusion sociale, notamment dans l'amélioration de l'efficacité énergétique des biens de consommation comme les réfrigérateurs, les appareils de cuisson
pour réduire les dépenses des ménages et leur faciliter la vie. Nous développons également des systèmes de financement avec des banques, ce qui permet à des familles en zone rurale d'avoir des appareils d'électroménager qui n'aient pas d'impact sur leur budget, sachant que les femmes sont celles qui sont souvent en charge de la maison et ce faisant, eh bien, nous libérons de leur temps pour leur permettre de poursuivre des études. Alors, revenons-en à l'objectif des 2 degrés. Nous en sommes déjà parvenus à 39 d'énergie qui provient de sources non fossiles, à comparer avec l'objectif de 40 d'ici à 2030. Et donc, l'Inde a également franchi récemment la marque des 230 gigawatts pour l'énergie renouvelable et a pris d'autres engagements en la matière. Globalement, l'Inde, en cette période de post-pandémie, d'ici à 2022, devrait retrouver sa place de choix en matière d'énergie renouvelable. This is of course rising with national mission to provide 24/7 power to all households and villages and Nous souhaitons le gouvernement est tout à fait volontaire dans cette question de la transition vers des énergies renouvelables. Mais il n'en reste pas moins que dans les décennies à venir, le charbon et les énergies fossiles continueront de faire partie intégrante du mix énergétique de l'Inde. Des millions de familles en dépendent. Et cet objectif de 400 gigawatts devrait permettre de créer des centaines de milliers d'emplois supplémentaires. Mais la distribution géographique et en matière de compétences est extrêmement variée et il est difficile de relever ce défi. De plus, du point de vue de la sécurité énergétique, de la subvention de certaines énergies, de certains modes de transport, eh bien, l'équation s'en retrouve d'autant plus complexe. On ne peut pas juste augmenter les capacités en énergie propre ou former la force de travail, la main-d'œuvre, pardon, aux énergies propres. Il faut également garder à l'esprit que cette transition vers des énergies propres doit faire l'objet d'une attention particulière à la raréfaction des ressources telles que l'eau et les denrées alimentaires qui ont un impact extrêmement fort sur les populations. Nous devons vraiment toujours bien avoir à l'esprit l'impact sur les populations, les communautés, les mesures qui sont prises par les gouvernements. Et nous devons également accepter le fait que chaque pays aura sa propre trajectoire du point de vue des énergies renouvelables. Et l'AIE a décidé de se saisir de cette question en rassemblant différents acteurs des Nations unies, de l'Union européenne et également des experts de l'industrie et de la société civile. Et je suis également reconnaissant auprès de la Commission de s'être engagée auprès de la jeunesse pour leur donner les moyens du point de vue de leurs compétences et du point de vue de leurs outils pour transformer leur passion et leur ambition pour un avenir durable qui répondent aux défis. Cette cohésion
doit se transformer en action et en engagement par le biais de partenariats sincères, notamment avec le Sud. Je souhaite remercier la Commission d'avoir co-organisé ce webinaire avec le Conseil et bien entendu, nous continuerons notre engagement plein et entier. And we're delighted, I must say, to be collaborating with the Merci, Council and of course with you personally. merci, je suis vraiment ravi de collaborer avec vous et votre conseil. Has really reminded us of the connections between the big Je picture voulais vraiment issues vous rappeler de la connexion entre les problèmes au niveau mondial, l'impératif mondial de l'énergie propre really et le travail sur le terrain au niveau local pour garantir vraiment cette inclusivité, c'est centré sur l'être humain. Et aussi, vous avez rappelé toutes les dimensions, toutes les échelles qui sont vraiment importantes pour garantir cette transition énergétique. the Global Commission Et bien sûr, c'est là aussi sur quoi la Commission mondiale travaille aujourd'hui et ce dont nous parlerons aujourd'hui, was convened earlier this year by car la Commission mondiale sur les transitions énergétiques propres a été mise en place au début de l'année sous le leadership du Danemark et avec de nombreux membres d'équipe, dont Monsieur Godrej et aussi des représentants des organisations civiles et de la jeunesse et d'autres organisations. Et dans quelques semaines, nous allons publier un ensemble de recommandations applicables pour les assurer que la transition économique et les politiques mises en place seront vraiment axées sur l'humain. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous allons parler de l'égalité de genre et de l'inclusion sociale et nous avons un panel que nous accueillons pour discuter de ces deux sujets et nous faire part de leur expérience dans différents pays du monde et cela, bien sûr, pour éclairer les délibérations de notre commission, pour informer nos membres et ensuite pour alimenter, bien sûr, les réunions de la COP à venir. Il y a d'ailleurs de nombreuses décisions qui ont déjà lieu en ce moment en Italie, à Milan, et qui alimenteront aussi les réunions de la COP26 dans un mois exactement. Donc voici, je vais vous présenter notre panel d'aujourd'hui pour commencer notre discussion. Je vais les introduire par leur nom dans l'ordre alphabétique et ensuite je les présenterai davantage quand elles nous rejoindront l'une après l'autre. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez poser des questions dans la section correspondante de Zoom. Alors, nos panélistes d'aujourd'hui sont dans l'ordre alphabétique. Madame Sima Arora, qui est directrice générale adjointe de la Confédération de l'industrie indienne et aussi directrice du Centre d'excellence pour le développement durable CIITC. Nous avons également Madame Sadiqia Arial, qui est la cofondatrice de Himalayan Innovations, qui est aussi directrice de Girls for Rurals et un membre fondateur de l'Initiative pour le développement rural. Ensuite, nous accueillerons le docteur Arunabha Ghosh, qui est le PDG du Conseil pour l'énergie, l'environnement et l'eau, avec lequel nous collaborons aujourd'hui. Ensuite, Madame Roselino Lindo, qui est secrétaire adjointe à l'énergie au Panama. Ensuite, Madame Boitumelo Molete, qui est coordinatrice des politiques de développement social pour le Congrès des syndicats d'Afrique du Sud, à Kossatu. Et enfin, Madame Vaishali Nigamsina, qui est la présidente de la fondation Renew, qui est aussi chargée de la durabilité, donc pour Renew Power, et directrice de South Asia Women in Energy, SAWI. Donc, j'accueille chaleureusement ces 6 intervenants. Nous allons leur poser plusieurs questions. J'espère que nous aurons suffisamment de temps d'entendre leurs réponses et leurs expériences qui seront très enrichissantes. Et nous parlerons donc des actions, des tâches sur le terrain qui sont vraiment très importantes pour la transition, pour garantir que les actions sont axées sur l'être humain et bénéficient à toutes les personnes. Donc, Sima Arora, je vais vous commencer avec vous. J'espère que vous pourrez nous parler un peu. Non, excusez-moi. Sadiqa Arial, je vais vous demander de nous parler de votre travail sur Himalayan Innovation, qui est basé sur la mécanisation, le développement économique et des populations rurales
au Népal. First of all, I am very thankful to the Premièrement, organization. je remercie tous les organisateurs de m'avoir accueilli aujourd'hui. To be given the opportunity to speak about. Je suis vraiment très heureux d'avoir l'opportunité de vous faire part de mon travail dans mon pays, le Népal. I started Girls for Rurals because J'ai commencé Girls for Rural pour montrer que le changement pouvait être réalisé par de jeunes filles et des jeunes femmes. Et la mécanisation du secteur, notamment dans l'agriculture, était vraiment nécessaire dans mon pays. And post the big earthquake, 2015 earthquake in Nepal, Et il y a eu d'ailleurs, si vous vous rappelez, en 2015, un fort séisme a frappé mon pays et je faisais déjà un rapport à cette époque sur le manque de mécanisation dans l'agriculture. It has in the life of the woman. And I was thinking Et about l'impact que cela avait sur la vie des femmes. Et je me demandais comment améliorer la vie de ces femmes et des filles qui allaient leur succéder. about Girls for Rurals, Et and c'est là que j'ai décidé de mettre sur pied cette organisation Girls for Rural. community-centered design. Et je veux dire que tout a été en fait dirigé, tout a été conçu au niveau des communautés. The Girls for Rurals was designed based on human-centered design. Donc vraiment, Girls for Rural, c'est vraiment basé sur cette pensée, cette notion du développement axé sur les personnes et surtout sur la génération la plus jeune. Donc nous avons commencé par former de jeunes filles. To have been helped with found the exemplary team. Et moi, j'ai eu la chance de mettre en place en fait la première équipe de formation, une équipe exemplaire. Et ces filles qui ont été formées étaient vraiment des filles qui voulaient déjà agir, qui voulaient faire quelque chose. I want to explain the scenario of such girls. They want to Mais do pour elles, les choses étaient difficiles. but Elles voulaient agir, how can mais il y avait un problème au niveau des politiques. tap into policies to contribute Comment to est-ce qu'une jeune fille peut influencer les politiques pour ensuite contribuer aux communautés rurales et à la mécanisation? C'était vraiment un grand problème, un obstacle. Donc, nous avons commencé à travailler avec des agences locales and the community-centered analysis of the et energy nous avons mené une analyse du secteur énergétique dans la zone où laquelle nous voulions travailler. we're able to design our projects based on Et the ainsi, nous avons pu concevoir notre projet community. et le mettre en œuvre au bénéfice de la communauté locale. Merci Very beaucoup, Sadiq Shia. Merci. Ce que vous faites est vraiment très inspirant et nous reviendrons vers vous. Mais je vais passer maintenant à Rosalina Lindo. as an example of somebody Donc, nous venons d'entendre has really got un activated. exemple d'une personne qui Is a s'intéresse vraiment à ces questions sur le terrain. Et nous savons que le Panama, votre pays, est champion de l'ONU pour les ODD Tap into that energy. How do we support young en people? matière d'énergie. Et je me demandais comment est-ce qu'on peut soutenir les jeunes, impliquer les jeunes Learn from them. et ensuite tirer aussi des leçons de cette expérience avec les jeunes. Merci beaucoup, Ryan, de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'être ici avec ces panélistes extraordinaires et d'avoir cette conversation si riche. Accelerate the process of Je change. dois dire qu'au Significant challenge. Panama, il est vraiment difficile pour les responsables politiques de mettre en œuvre des politiques rapidement Technical qui and the appliqueront social des changements. Nous avons besoin d'une approche globale, holistique, of et il the- faut aussi que ces politiques prennent en compte tous les impacts, toutes leurs dimensions, des impacts que les politiques mises en place sur le terrain auront sur
vie des citoyens. Au Panama, nous avons bien compris ces défis et centered pour nous, la transition énergétique est vraiment centrée sur Panama notre population. transition agenda and begin Et c'est pour ça que nous avons mis en place un agenda pour la transition énergétique en 2018, avant la pandémie, en partenariat avec les secteurs publics et privés, avec l'appui aussi du PNUD. using as a cornerstone the Et drivers ensuite, en utilisant aussi les jeunes dès le début et en essayant de s'aligner sur les ODD decarbonization, democratization, and pour la décarbonation de and the- l'économie, la décentralisation Panama in November from last year, the et National le développement économique. Energy Et enfin, l'année Transition dernière, notre cabinet a enfin approuvé nos directives pour une transition énergétique et nous avons aussi établi un conseil de transition énergétique qui va nous donner des conseils, qui va être un organe consultatif Guide from the private sector and avec différents academia. représentants du monde universitaire, privé et public. Et je The- crois que la décision d'inclure take into consideration tous ces membres dans ce conseil est vraiment équilibré parce qu'il y a aussi des jeunes, il y a des femmes, representing the different sectors and also seniors are et il involved. y a aussi And des personnes âgées. December 2020, Panama include in Et these enfin, en décembre 2020, le Panama a inclus aussi dans ce programme d'action comme un élément de nos represent the 95% contributions déterminées au niveau national emission reductions that de manière à réduire nos émissions. youth representative Et tout cela en impliquant donc des représentants des jeunes. have to be in the short term a way to develop economic recovery and to Et donc l'idée aussi, c'est de nous mettre sur la voie de la relance économique and improve the et de créer davantage d'emplois, en améliorer la qualité de vie des populations, tout en garantissant donc une transition énergétique propre, non polluante, and fair vision permeating in every et d'avoir aussi cette vision pour l'avenir qui est vraiment equity qui est à tous les niveaux de cette development. transition, en se basant aussi sur la question de l'égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la durabilité. Donc, toutes ces notions sont au centre de notre action. Et donc, nous avons vraiment une feuille de route qui garantit aujourd'hui que les femmes participeront à tous les processus et aussi à la construction, à l'opération, à la maintenance de tous nos nouveaux programmes énergétiques qui sont liés à l'utilisation d'énergie. Donc, la transition énergétique, bien sûr, doit aussi être menée au niveau local. Et donc, nous mettons en place les conditions pour que les femmes puissent aussi participer au niveau local, participent à l'édification de solutions basées sur des solutions vertes, faire en sorte qu'elles utilisent aussi moins de combustibles polluants, par exemple pour la cuisson. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que nous avons de nombreuses femmes qui sont actives dans la protection de l'environnement. Nous avons aussi des femmes entrepreneurs qui saisissent des opportunités pour le bien de tous. Donc, nous avons vraiment tous ces acteurs, ces actrices qui multiplient les actions. Mais il nous reste encore à améliorer les données que nous recueillons vis-à-vis de nos indicateurs que nous avons établis en matière d'énergie, de développement, de climat. Et nous donc mettrons en place en ce moment un système de collecte systématique de ces données pour informer notre transition énergétique, voir si elle est suffisamment inclusive, si elle est suffisamment efficace. Et cela nous permet aussi d'identifier, de réidentifier les acteurs les plus pertinents pour travailler dans cette transition, y compris les femmes. The gender perspective is included. And while we are performing and analyzing the economic impact of the alors que nous analysons aussi l'impact économique de la transition énergétique, nous évaluons aussi cet impact sur les PME, sur les grandes entreprises, l'impact aussi sur les questions de genre au sein de ces entreprises et comment la transition énergétique permettra d'accélérer
opportunities to improve the quality of life of les those people that opportunités are pour companies that are améliorer la qualité de vie à toutes ces personnes, tous ces employés, innovative wave of business. And toutes les personnes notamment qui essayent de créer des we- entreprises plus innovantes, nouvelles, basées sur la, la- la transition énergétique. energy transition professionals on Et time. donc, What nous and avons vraiment besoin de développer les compétences de ces is professionnels de la transition to énergétique, appeal the interest of general population. And for et cela us, aussi pour goal is to make them attirer la population générale vers ce genre de profession et les nouvelles générations aussi. Il faut que la people transition who énergétique soit even the people approchable, we said facile à comprendre also et que tout le monde se sente see qu'elle fait in- partie de we cette are going forward transition up to énergétique, that. même la personne qui vend des glaces dans son camion au bord de la route. Nous voulons vraiment que tout le monde y participe, y sont impliqués. Applaud the inclusion of ice cream in our discussion. Merci beaucoup. And the breadth of your vision Merci pour cette inclusivité, y compris les venteurs de glace, et merci de nous avoir donné Portimelo, Malete. une perspective si profonde. And we've heard from several Maintenant, je vais speakers passer à Boitumelo Molete. Merci de nous rejoindre. really center on the question of jobs. How do we maximize Donc, la integration transition of énergétique a vraiment une question au cœur, c'est la question de l'emploi. Comment est-ce qu'on fait en sorte de multiplier les emplois dans cette transition et aussi comment on reconnaît que certaines personnes vont souffrir, vont perdre leur emploi à cause de cette transition énergétique. to hear from you about what you've learned Donc, so j'aimerais savoir ce que vous pensez, ce que vous avez appris dans les dialogues, par exemple, entre l'État, les syndicats ou les entreprises, de manière à maximiser les opportunités et les avantages pour tout le monde. Merci de me donner la parole et merci de m'avoir invité. Sorry, Portimelo, I think you might be on mute there. Do you mind unmuting? Boitumelo, je crois que vous avez éteint votre micro par Oh, accident. sorry about that. Thank you. Donc, je m'excuse. So I'm Vitumela Molita. I come from COSATU, which is the Congress of South African Trade Donc, moi, Unions. je fais partie de COSATU, qui est le congrès des syndicats d'Afrique du Sud. Nous sommes l'une des plus grandes fédérations du pays. Et nous avons des affiliés dans différents secteurs de l'économie. Et donc, nous avons la chance de participer à des dialogues sociaux importants et dans des espaces aussi où ce type de dialogue est encouragé. Et cela nous permet de rencontrer aussi différentes parties prenantes dans différents comités. Et par exemple, sur des commissions qui sont liées, par exemple sur la commission sur le changement climatique. Et nous communiquons avec des entreprises, des acteurs publics, d'autres syndicats et des travailleurs. Et nous voyons donc quel est l'impact du changement climatique ou de la transition climatique sur les travailleurs. Et donc, quand on parle de la protection des emplois, des employeurs, dans le cadre de cette transition juste, eh bien, comme nous sommes dans un pays qui utilise tellement le charbon encore, nous parlons surtout des emplois dans ce secteur, car nous savons que la transition est imminente, elle est même déjà en cours dans le secteur de l'extraction du charbon. Et il est important donc d'avoir conscience de tous les emplois qui vont être perdus. Donc, il est important vraiment de créer ce dialogue avec les travailleurs, de leur expliquer à quel point l'importance bien sûr de la transition environnementale et aussi trouver des moyens de préserver l'emploi ou de leur offrir un nouvel emploi. Donc, cette durabilité, en quelque sorte, cette pérennité de l'emploi pour ces personnes. Nous avons aussi en place un système de sécurité sociale complet. Et donc, nous devons trouver vraiment des solutions pour nous assurer que tous ces employés ne vont pas se retrouver dans l'indigence parce que nous fermons des mines. Et donc, voilà, nous travaillons beaucoup avec les communautés, les travailleurs, les employeurs également. Et donc, il y a vraiment tout le monde semble quand même comprendre aujourd'hui, grâce à ce dialogue, que ce qui est le plus important, c'est d'avancer vers cette transition juste. Car cette transition n'est pas simplement une transition pour l'économie ou une transition pour les secteurs miniers, mais c'est aussi une transition qui doit garantir
les droits des personnes, car il y aura des emplois qui vont être perdus, l'éducation des enfants aussi va être bouleversée parce que les familles vont devoir déménager vers d'autres zones où elles trouveront des emplois. Il y a beaucoup d'autres questions aussi qui sont liées à cette transition juste auquel nous devons penser, car ce sont des communautés déjà qui, historiquement, sont déjà défavorisés. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons penser dans le contexte de la transition juste. Et en plus, avec la fermeture des mines, avec les pertes d'emplois qui auront lieu, eh bien, parallèlement, nous intégrons donc des énergies renouvelables. Et comment nous intégrons donc ces nouveaux emplois liés à l'énergie renouvelable et comment peut-être recycler les employés des secteurs miniers dans ces dans ces nouveaux Alors emplois. nous, Comment donc recycler leurs compétences ou les mettre nous à jour plaidoyons toujours pour pour garantir la durabilité et la pérennité de des emplois l'emploi. pérennes. Nous avons un projet nombreux qui porte sur près projets d'1 million d'emplois en tout dans ce cadre de fait. et nous faisons en sorte que nos Et membres ne c'est se pour retrouveront s'assurer pas dans une que les situation travailleurs où ils ne se perdront retrouvent leur pas sans emploi emploi. et Nous pour essayons de faire en qu'ils sorte qu'ils puissent continueront de pleinement participer à participer à l'activité l'économie et et qu'ils auront un avoir emploi un vraiment travail qui ait durable. du sens. Merci beaucoup. Vous avez parlé de reconnaissance, de l'imminence de la transition. Et vous, dans votre travail auprès des communautés, peut-être que certaines populations commencent déjà à ressentir les impacts négatifs et donc que vous avez cette réaction un petit peu négative à l'égard de la transition. En fait, il faut encourager à l'éducation. Nous avons de nombreuses organisations de la société civile avec lesquelles nous travaillons, et c'est afin de mobiliser les communautés, non pas seulement par le biais d'un engagement du haut vers le bas, mais également qui partent directement des communautés pour que ces communautés, qui sont les premières impactées, qui sont les premières affectées, aient la possibilité de faire entendre leur voix. Donc, toutes les collectivités doivent participer à cette discussion. Mais pour moi, vraiment, l'axe central, c'est il ne s'agit pas d'imposer un point de vue. Il faut avoir une mobilisation auprès des communautés qui sont tout à fait ouvertes au dialogue. Il faut juste être sincère et honnête dans notre approche auprès des communautés. Merci beaucoup. Je vais maintenant me tourner vers le docteur Arunabha Ghosh. Merci beaucoup. Vous êtes PDG du Conseil sur l'énergie, l'environnement et l'eau. Merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup de votre engagement. Et vous avez fait figure de leader dans ce domaine depuis déjà un certain temps. Il y a vraiment cette question du multidimensionnel qui entre question, et tel que M. Godrej l'a dit, nous avons besoin de plus d'accès à l'électricité et à l'énergie pour améliorer leur vie et pour permettre d'améliorer le bien-être socio-économique. Donc, voilà, quel est votre avis sur la question? Est-ce qu'on peut parvenir à un équilibre entre ces différentes prérogatives dans le même temps? Bien, écoutez, tout d'abord, merci beaucoup. Nous avons d'excellentes relations avec l'AIE depuis de nombreuses années et nous sommes donc particulièrement ravis de participer à ce panel aujourd'hui. Le panel d'aujourd'hui est tout à fait en ligne avec notre vision de la transition énergétique. Ce n'est pas du tout. Vous avez parlé de multidimensionnalité et c'est tout à fait ça. Il y a 7-8 ans, on avait commencé à réfléchir sur un accès multidimensionnel à l'énergie. On s'est rendu compte que même une fois que les ménages sont raccordés à un système d'électricité
propre, eh bien que cela ne signifie pas que l'accès à l'énergie soit finalisé. Parce qu'une fois qu'on a, par exemple, un ventilateur, on en veut 3. Une fois qu'on en a 3, eh bien, on va avoir un réfrigérateur. On veut avoir un réfrigérateur. Donc, c'est en évolution constante, les besoins. Et puis, ce côté multidimensionnel, il nous renvoie également au fait que il y a la question du coût qui doit être abordable, la question également de la fiabilité, de la stabilité du réseau. Et donc, il faut vraiment réfléchir à tout cela sous le prisme des personnes et non pas uniquement des infrastructures. Il y a 7 ans, nous avions moins de 20 mégawatts d'énergie solaire. En 2015, lorsque nous avons signé les ODD, on avait le plus grand nombre de personnes qui n'avaient pas accès à de l'électricité propre. Alors, je ne vais pas dire que tout cela est derrière nous, mais nous avons énormément progressé. Avec le solaire, par exemple, on est à plus de 100 mégawatts. On a également beaucoup d'hydroélectricité. Et dans le même temps, nous avons pu apporter de l'électricité à tous les villages et nous avons récordé presque 100% des ménages. Alors, du point de vue des ménages maintenant, où est-ce que le bas blesse? Parce que là, il y a vraiment une double progression à faire. Et si une économie émergente parvient à faire ce double saut et à passer directement à l'étape suivante, eh bien, cela va inspirer d'autres économies émergentes. On voit que maintenant, il y a vraiment cette question de la capacité à payer pour les ménages. Et puis, les modalités de paiement. Un ménage, un foyer en zone rurale, est-ce qu'il peut payer tous les mois ou est-ce qu'on va se baser plutôt sur les saisons, sur les récoltes? Est-ce qu'il faut payer en avance ou a posteriori? Et puis également, qui prend les décisions du point de vue des dépenses au sein du foyer? Si la femme du foyer ne prend pas la décision de la distribution des dépenses dans le ménage, eh bien, peut-être que malheureusement, il faudra qu'elle continue à utiliser des énergies fossiles. Et en revanche, si on change la donne du point de vue de la prise de décision au sein du ménage, eh bien, elle va avoir un rôle tout à fait différent. Elle va se retrouver propulser un véritable entrepreneur de l'énergie au sein de son foyer. Et puis, les services à la collectivité. Lorsque l'on parle, par exemple, du stockage de vaccins, il faut penser, bien entendu, aux fabricants de vaccins, aux transporteurs de vaccins, mais également au stockage et de ces vaccins. Et donc là, dans certains des États les plus pauvres, il y a eu une solarisation presque totale des centres de santé. Donc, dès lors qu'on commence à adopter cette approche multidimensionnelle avec une perspective du genre, on voit bien que l'Inde, qui a d'ores et déjà essayé de commencer à entreprendre cette évolution, pour passer rapidement à l'étape suivante, eh bien, elle est en excellente position. Alors, merci de nous avoir dépeint ce tableau à l'aune des ménages et des foyers. Et effectivement, l'importance de tout fonder sur
les communautés et d'adopter une approche du bas vers le haut. Parce que c'est cela qui peut faire toute la différence. Alors, bien entendu, il y a toujours un risque. C'est-à-dire que d'une part, le côté immédiat du raccordement à l'électricité est là, mais il faut vraiment bien garder à l'esprit le fait qu'au cours des 10 prochaines années, la capacité d'énergie renouvelable à laquelle l'Inde aspire, plus de 400 mégawatts, eh bien, ça signifie que cela va concerner l'ensemble du réseau électrique de l'Inde. Et il n'y a absolument aucun pays au monde qui a complètement changé son mix énergétique de cette façon. Et même avec cette approche qui est clairement infrastructurelle, il y a quand même une véritable prise en compte dans les initiatives des communautés. C'est-à-dire qu'il faut que ça parte du bas vers le haut. Et du point de vue du coût, nous avons une initiative que nous avons appelée 1-1-1, c'est-à-dire parvenir à un coût pour 1 kg d'hydrogène d'ici à 10 ans qui soit inférieur à $1. À partir du moment où on commence à avoir ce genre de prix, eh bien, il y aura un effet boule de neige. Et cela permettra d'abaisser extrêmement rapidement les coûts de l'énergie de façon plus globale. Alors, maintenant, je vais accueillir Vaishali Gamsinya, qui est présidente de la Renew Foundation et également présidente du réseau des femmes sud-asiatiques pour l'énergie. Merci beaucoup, Brian. C'est un plaisir d'être ici. Félicitations à l'AIE et également au CEEW pour avoir co-organisé cet événement. Et c'est également un grand plaisir d'être ici aux côtés de personnes qui sont pleinement engagées dans ce domaine. On a vraiment besoin d'autant d'institutions que possible qui collaborent en ce sens. L'ECI, le CEW, l'AIE, nous tous, nous essayons de contribuer pour que les femmes puissent être pleinement mobilisées, puissent contribuer à l'action climatique et à la transition énergétique. Alors, Renew, c'est une plateforme qui est issue d'un partenariat entre différentes organisations et qui a pour but de recenser les moyens qui vont permettre aux femmes d'avoir accès à une plateforme, notamment en Asie. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de parvenir à une égalité des genres en prenant en compte différentes dimensions. Tout d'abord, les barrières structurelles qui empêchent les femmes d'être mobilisées dans ce secteur. Les femmes sont particulièrement affectées par le changement climatique, donc comment les impliquer pour qu'elles contribuent aux actions de lutte contre le changement climatique. Et puis également, on cherche à améliorer leurs connaissances, leurs compétences. Et pour leur permettre d'avoir accès à toutes les opportunités, le monde change.
Il y a une transition énergétique qui est en marche. En Inde, la transition est tout à fait significative, tel que cela a été souligné par messieurs Godrèche. Et donc, on souhaite permettre à ces femmes de bénéficier de différents programmes de mentorat, de renforcement des capacités pour qu'elles puissent être pleinement mobilisées dans ce secteur, pour qu'elles puissent y contribuer. Donc, voilà, renforcement des capacités, financement, prise en compte de la question énergétique. Donc, on veut que les femmes soient actrices et puis également qu'elles bénéficient de cet accès à la connaissance. Donc voilà, Saouye essaye de procéder ainsi en Asie du Sud-Est et dans les pays du Sud de façon plus générale. Nous organisons également des ateliers. Nous avons une newsletter qui nous permet un meilleur partage des connaissances. Nous donnons également la possibilité également aux femmes d'avoir accès à une bourse de l'emploi, spécialisée bien entendu dans la filière énergétique. Il est plus difficile pour les femmes de travailler dans le secteur de l'énergie, mais en fait, dans ce secteur, il y a de nombreuses opportunités. Et on souhaite également que l'organisation de la filière en elle-même permette une meilleure intégration des femmes pour qu'elles y soient en sécurité, pour qu'elles puissent s'y épanouir, pour qu'elles s'y sentent pleinement à l'aise. Donc voilà, il y a de nombreuses opportunités. Et puis au-delà de cela, que ce soit dans la recherche et le développement, l'innovation, le financement, enfin la finance, le marketing, la communication, il y a de nombreuses opportunités. Donc voilà, on essaye de les mettre en première ligne, ces femmes, de leur donner toutes les opportunités, puis également, on essaye de s'assurer qu'elles puissent faire figure de véritables modèles au sein de leur communauté pour qu'elles montrent l'exemple et qu'elles entraînent dans leur sillon une nouvelle génération de femmes et de jeunes filles. Même dans les RH, etc. Les femmes, dès lors qu'elles seront plus visibles dans ces secteurs, dans ce domaine, elles pourront inspirer d'autres femmes à en faire de même et ainsi créer un cercle vertueux. Donc, je vais vous donner un exemple maintenant du travail que nous faisons à Renew, qui est partenaire du PNUD. Et nous faisons partie du programme d'accélération des femmes pour mobiliser les entrepreneurs, les femmes, à trouver des solutions dans le secteur de l'énergie en Inde. Qu'il s'agisse de l'hydrogène, du stockage. Il y a également de nombreuses opportunités en lien avec la transformation digitale. Donc voilà, nous leur apportons notre soutien, notre aide, en les aidant à monter en compétences, en les aidant également à réseauter, donc en leur donnant accès à notre réseau. Voilà, nous sommes une véritable plateforme pour elles.
Merci beaucoup de ces exemples et d'avoir partagé avec nous votre expérience. Alors, quelles sont les actions qui, selon vous, devraient être mises en place par le gouvernement qui permettraient aux femmes d'être pleinement impliquées? Alors moi, je dirais que la toute première action à mettre en place par le gouvernement, c'est de permettre à plus de femmes d'avoir des postes au sein des ministères, d'occuper également des postes au recrutement ou d'être aux manettes pour ce qui est de la définition des grandes orientations en matière d'énergie. Voilà, s'assurer qu'il y ait plus de femmes. Nous avons besoin de plus de représentation féminine. Et de ce fait, il y aura un plaidoyer bien plus fort en faveur des femmes. Dès lors qu'il y a des femmes à des postes de direction, il y a plus de plaidoyer en faveur des femmes. Il y a plus de sensibilisation à la question de la femme. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une plus grande représentation des femmes à des postes de direction et de pouvoir. Et là, je pense que cela va motiver d'autant plus de femmes à s'engager et que ce soit d'ailleurs dans les zones rurales également, dans les chaînes logistiques également, également pour ce qui est du remplacement des moyens de cuisson et de cuisine qui soient plus durables. Donc voilà, permettre cette plus grande implication des femmes, cette plus grande représentation des femmes dans le secteur. Et puis également leur permettre d'avoir de plus grandes compétences. Donc, aussi favoriser les compétences des femmes et faire en sorte qu'elles puissent mieux les exploiter, notamment dans les zones rurales. Il y a aussi bien sûr la connexion de la connectivité, comment nous assurer que les femmes puissent communiquer, créer des réseaux, communiquer entre elles, joindre des programmes de formation, de manière à être mieux éduquées et ainsi elles pourront mieux participer. D'ailleurs, nous organisons un programme d'éducation numérique et nous utilisons les écoles pour déployer cette formation. Et donc, après les écoles, nous réunissons aussi les femmes dans des groupes de travail et nous leur montrons aussi quelles sont les opportunités dans les différents secteurs où elles peuvent travailler. Et nous aimerions en fait développer davantage l'échelle de ce genre de formation liées à la connectivité, au renforcement des capacités, la sensibilisation. Et nous aimerions avoir qu'il y ait davantage de leadership du point de vue des autorités à cet égard pour nous aider, pour favoriser donc la présence des femmes dans le secteur énergétique. Merci beaucoup. Maintenant, je vais me tourner vers Seema, qui est sous-directrice générale de la coordination de l'industrie indienne. J'aimerais vraiment aussi entendre votre perspective parce que vous représentez un très grand réseau d'acteurs du secteur. Et donc, nous devons parler de l'Inde, nous venons aussi parler de la question du dialogue social, aussi des genres, de l'inclusion sociale. Et donc, comment est-ce que le secteur ici, privé, l'industrie, peut vraiment prendre un rôle de leadership et favoriser le dialogue? Merci de m'avoir invité à cette conversation avec tous ces panélistes si éminents.
Donc, comme vous venez de le dire, CI est déjà un grand organe du secteur et je suis vraiment heureuse de participer à ce panel avec des membres aussi distingués, notamment avec Vaishali, qui est la présidente de la fondation Renew. Donc, comme vous le voyez, nous avons de nombreux membres qui participent vraiment aux actions et qui essayent de devenir des modèles. Donc, comme on l'a déjà dit, la transition énergétique en Inde avance à un rythme rapide et il y a de nombreuses opportunités. Donc, nous essayons de saisir ces opportunités, de dresser des plans, car un grand nombre de nos membres comprennent quelles sont ces opportunités. Et elles comprennent aussi que lorsqu'une entreprise se met sur la voie de la transition énergétique, ce n'est pas seulement elle qui s'y met, en fait, c'est toute la chaîne logistique, que ce soit en amont ou en aval, tous les partenaires avec lesquels elle travaille. Et c'est même aussi les consommateurs, puisqu'il faut aussi en informer les consommateurs et même peut-être éduquer les consommateurs à ces nouveaux choix énergétiques. Donc vraiment, c'est vraiment un moyen d'engager toute la chaîne logistique et la communauté elle-même. Et donc, nous travaillons avec ces entreprises. Par exemple, nous les aidons à renforcer leurs capacités, à renforcer les capacités des fournisseurs vis-à-vis de la transition énergétique. Mais aussi, nous essayons d'éduquer les consommateurs pour qu'ils fassent les bons choix. Et donc, du côté des fournisseurs, par exemple, nous travaillons pour qu'ils deviennent plus efficients sur le point de vue énergétique. Ensuite, il y a la question des compétences. Et donc, il faut aider les entreprises à voir comment elles peuvent former davantage de personnes. Donc, c'est vraiment un changement transformationnel en quelque sorte. Il faut vraiment multiplier les compétences, changer les compétences des employés de manière à avoir une vraie influence sur la chaîne d'approvisionnement. Il faut donc aussi former ici les petites entreprises, peut-être mettre en place de nouveaux modèles d'affaires. Et là, nous aidons les entreprises à cet égard. Ensuite, nous travaillons aussi avec l'État et pas seulement avec les entreprises. Pour multiplier l'échelle de ces bonnes pratiques que nous voyons utilisées parfois par certaines entreprises. Et donc là, le public joue un rôle, le secteur public joue un rôle important. Et l'idée, c'est vraiment de ne laisser personne au bord du chemin, d'être inclusif et d'inclure tous les types d'entreprises. Et donc, nous avons des programmes qui sont destinés, par exemple, à de grandes entreprises qui aident les PME à comprendre quels sont les défis, qui les aident aussi à changer, qui leur donnent aussi des incitations financières. Et notamment dans le secteur de l'automobile, ces pratiques sont très développées. J'aimerais aussi vous donner la perspective locale, puisque je suis aussi la présidente d'une fondation en fait non caritative qui travaille auprès des communautés. Et donc, cela me donne la perspective locale. D'autant que nous parlons aujourd'hui du genre et de l'inclusion sociale. Eh bien, un grand nombre de nos programmes s'appellent les femmes exemplaires. Et donc, cela fait 16 ans dans ce programme que nous identifions des femmes qui agissent au niveau local. Et ce qui est important, en fait, c'est de co-créer des solutions avec ces femmes, avec les femmes sur le terrain. Car parfois, ce qui fonctionne dans une zone ou dans une communauté ne fonctionne pas forcément dans d'autres. Et donc, il faut travailler. Mais il faut aussi avoir une vision, une perspective qui soit plus générale. Donc, à la fois locale et générale. Et donc, nous travaillons avec des femmes qui sont sous...
Et nous essayons donc de travailler avec elles pour favoriser la transition énergétique au niveau local, mais avec aussi un impact ensuite au niveau plus général. Et de ce point de vue-là, nous avons donc besoin aussi de politiques et nous avons besoin ensuite d'informer les communautés de ces politiques de transition énergétique et aussi de leur donner les ressources et de donner l'argent dont elles ont besoin pour mener des actions au niveau local. Et donc, à cet égard, il faut que des femmes participent aussi à l'élaboration des politiques. Et là, les autorités nationales ou locales doivent vraiment s'assurer que les femmes participent aux politiques, car les femmes ne sont pas seulement des bénéficiaires de ces politiques, elles soient aussi vraiment impliquées dans leur élaboration. Et donc, il faut qu'il y ait des femmes vraiment à tous les niveaux, au niveau local, au niveau national, qu'elles participent à l'élaboration des politiques en faveur de la transition énergétique. D'autant que ces femmes savent mieux que nous ce qui est nécessaire puisqu'elles ont la connaissance du terrain, donc on a besoin de leur contribution pour que la transition énergétique réussisse véritablement. Il faut aussi trouver des politiques ou des solutions qui puissent être déployées à grande échelle, car de manière à pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes et le plus grand nombre de femmes possible. Et à cet égard, il faut aussi renforcer les capacités. Et il faut comprendre aussi pourquoi certaines communautés ou certaines femmes réussissent et développer ces bonnes pratiques. Merci beaucoup. C'est très intéressant de comprendre votre perspective et votre cadrage de la situation avec ce niveau à la fois mondial et ce que ça signifie au niveau local, notamment pour les femmes rurales, les groupes désavantagés. Et c'était aussi un grand plaisir d'écouter tous nos panélistes. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de poursuivre cette discussion, même si nous pourrions continuer encore pendant des heures. En tout cas, nous avons eu vraiment une conversation très informative, enrichissante, de savoir ce qui se passait dans le monde entier et de voir quelles actions sont prises autour du monde en faveur de la transition énergétique, surtout d'une transition qui soit davantage axée sur les personnes et qui favorise l'égalité des sexes et l'inclusion sociale. En tout cas, je remercie tous nos panélistes d'avoir participé aujourd'hui et nous allons donc passer à notre dernière session avec deux invités très spéciaux qui vont nous faire part de leurs remarques de fermeture. Premièrement, le coprésident de notre commission et Madame Sophie Gladima, qui est la ministre du pétrole et de l'énergie du Sénégal. De la transition énergétique. Madame la ministre, je souhaite vous remercier au nom de l'agence et tout ici pour votre leadership extrêmement apprécié sur cette commission. Et aussi, je souhaite vous remercier également pour avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour cette importante conversation. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Docteur Bureau, directeur exécutif de l'AIE, Mesdames, Messieurs les experts, chers participants, merci une fois de nous inviter pour pouvoir partager avec nos collègues, mais tous ces panélistes qui sont réunis depuis ce matin. En effet, permettez-moi de féliciter donc à l'entame de mon propos le Dr Burol pour son leadership mondial dans cette transition énergétique avec une approche inclusive, équitable et juste. Je voudrais également saluer les travaux de la Commission mondiale pour une transition énergétique centrée sur l'humain. En effet, les derniers travaux de la Commission ont permis de brasser les différentes expériences de nos pays en matière de politique énergétique, mais également propre, soucieuse des aspects socio-économiques qu'elle génère. Cet échange est d'autant plus nécessaire qu'un gap important existe entre les pays développés et ceux en développement dans lesquels vivent près de 3 milliards de personnes, utilisant comme principale source de cuisson les combustibles fossiles tels que le bois de chauffe,
le charbon de bois et de plus en plus le gaz issu de la matière organique. Nous le savons tous, cette combustion des combustibles solides libère des dioxydes de carbone nuisibles à la santé humaine et environnementale et dans lesquels vivent quelques 740 millions de personnes sans accès aux énergies modernes. Mesdames, Messieurs les ministres, distingués invités, il est indispensable de préserver les mesures prises par les différents pays pour corriger ces disparités tout en menant de façon juste, équitable et inclusive le combat de la transition énergétique au niveau mondial. Au Sénégal, bien avant la problématique actuelle de la transition énergétique, l'État a eu à cœur de mener des politiques intégrées alliant les besoins d'apporter de l'énergie à tous, de limiter la déforestation, de diminuer les maladies respiratoires dues à l'usage de mauvais moyens de cuisson, de créer des emplois et des activités économiques dans des zones urbaines, mais surtout périurbaines et rurales en général. Au cours des 10 dernières années, le gouvernement du Sénégal a initié plusieurs programmes et mesures phares comme la butanisation qui a commencé depuis 1973 et qui a permis une forte pénétration de la cuisson au gaz aux dépens de la biomasse traditionnelle dans le domaine urbain. La coopération allemande, dans son programme NDEV-GIZ, en collaboration avec le ministère du Pétrole et des Énergies et le ministère de l'Environnement et du Développement durable de notre pays, a mis en œuvre un projet de diffusion de foyers améliorés financé par le Fonds vert climat pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre au Sénégal. Ce projet a disséminé plus d'1 million de foyers améliorés. Il a aussi créé de l'emploi chez les hommes et les femmes des différentes localités du pays. Un autre programme qui a un impact positif en corrélation avec les objectifs de développement durable est celui du programme national de biogaz, le PNB domestique, en exécution depuis 2010. Après 11 années de mise en œuvre, des résultats probants sont notés, notamment l'installation de 2200 biodigesteurs qui ont généré 12 400 emplois et la vente de 400 000 tonnes d'engrais au bénéfice des exploitants. Sur un autre registre, nous avons développé un programme de déploiement de 50 000 lampadaires solaires qui représente le plus grand projet d'éclairage au monde. Il a permis d'accroître fortement des activités économiques en favorisant la sécurité dans de diverses localités du pays. Une deuxième phase est en perspective avec plus de 100 000 nouveaux lampadaires solaires, mais également avec de nouvelles technologies qui permettraient même à partir de ces lampadaires de faire des incursions au niveau des ménages, leur permettre d'avoir 5 lampes avec un téléviseur. Tout ceci donc me fait dire que le thème qui occupe ce jour nous tient particulièrement à cœur parce qu'il s'intéresse à la prise en compte des couches féminines et les couches socialement exclues ou en attrait dans les stratégies énergétiques. Et ça me fait plaisir de tomber juste après cette dame qui vient de parler et qui a mis la femme au cœur du dispositif, où effectivement, en fonction des localités, les réalités ne sont pas les mêmes. Mesdames, Messieurs, chers participants, le Sénégal, dans sa volonté politique, surtout la politique de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, avec le plan Sénégal émergent, a institutionnalisé le genre par la création de cellules genre dans tous les départements ministériels, ce qui permet d'aller au-delà de la prise en compte de cet aspect dans la conception des programmes. La cellule genre est chargée en relation avec les structures des départements de formuler des propositions, d'élaborer une stratégie capable de relever un certain nombre de défis, dont l'amélioration de l'accès des femmes et des jeunes aux services énergétiques modernes et le renforcement de leur implication dans la chaîne de valeur du secteur. C'est dans ce cadre qu'un plan d'action national genre-énergie, PANG, est mis en œuvre pour les 5 prochaines années. PANG qui rappelle la Pangée, c'est-à-dire la terre nourricière qui a été à la base de notre univers. Nous devons protéger. Ce dernier permettra une prise en compte effective du genre dans le secteur, tout cela pour vous dire que les couches vulnérables sont au cœur des plans d'accès à l'énergie pour un programme dans l'équilibre où les femmes qui constituent cette couche dite vulnérable ne seront pas en reste. En effet, plusieurs études ont montré qu'un meilleur accès aux services énergétiques en matière d'éclairage, de cuisson et d'activités productives devrait réduire les pressions qui pèsent sur les femmes en termes de temps et de charge de travail. Il devrait également avoir un effet positif important sur les femmes
en termes d'éducation, d'alphabétisation, de nutrition, de santé et d'opportunités économiques et d'implication dans des affaires communautaires, ce qui en conséquence sera bénéfique pour tous les membres de la famille. Donc, soutenir les femmes qui généralement jouent ce rôle encore dans nos pays ne serait pas de trop. Mesdames et messieurs, ce combat que nous menons dans nos pays, avec nos maigres ressources et avec le soutien de nos partenaires, ne doit pas être annulé ou retardé à cause des combats, certes aussi importants pour la décarbonisation de l'énergie au niveau mondial. Il est primordial de tenir compte des spécificités des uns et des autres dans ces derniers combats. Je note avec intérêt que les différentes interventions ont illustré à foison la diversité des approches pour adresser les questions du genre et de l'inclusion sociale dans nos différents pays. Cette diversité, dictée par des réalités et des niveaux de moyens différents, et dans l'esprit de l'article 2 de l'accord de Paris, est fondamentale. L'humanité fait face à un problème commun, la lutte contre le réchauffement climatique. Elle doit puiser dans toute sa extraordinaire diversité, surtout dans le respect des fondamentaux et caractéristiques les plus vulnérables pour y faire face. Concrètement, cela doit se traduire par une modulation des accompagnements techniques, financiers, organisationnels, etc., afin de ne pas pénaliser les pays en développement qui ont besoin de l'exploitation de leurs ressources pour financer et mener leur transition énergétique d'une manière juste, équitable et inclusive pour toutes les couches de la population. Le Sénégal y attache du prix et invite tous les pays à s'approprier de l'article 2 de l'accord de Paris dans la perspective de la prochaine COP26 qui se tiendra à Glasgow. D'ici là, je me réjouis d'avance de la prochaine rencontre de la Commission mondiale qui aura lieu le 26 octobre 2021 et qui nous permettra d'arrêter les recommandations à soumettre aux travaux de la COP26. Je vous remercie, vous, tous les panélistes, mais tous les participants par mode virtuel, et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci et M. Bureau, à bientôt pour notre prochaine rencontre. Avec plaisir qu'on co-préside ces ateliers. Merci beaucoup, Madame la Ministre, et je vous remercie encore pour votre leadership. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ladies and gentlemen, thank you very much. As we draw to a close, it's my great pleasure to introduce now. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Et maintenant, nous allons en venir à notre tout dernier intervenant pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Excellence, de vous être joint à nous, Madame Warlick, et je vous donne la parole. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. Tout d'abord, tous mes remerciements à l'organisation de cet événement et pour tout le travail qui a été réalisé en faveur des transitions énergétiques propres, axées sur l'humain, sous le prisme de l'équité des genres et de l'inclusion sociale, qui sont d'une importance primordiale. Merci de vos discussions, donc, qui ont richement contribué à nos efforts. Nous le savons, un certain nombre d'initiatives sont prises pour une énergie propre d'ici à 2050, mais il n'y a pas encore assez qui est fait assez vite également pour parvenir à ces objectifs et à ces ambitions que nous nous sommes fixées. Et nous le voyons, de nombreuses personnes dans le monde souffrent des crises énergétiques, souffrent d'un manque d'accès à une énergie à un coût abordable, à une énergie stable. La situation telle qu'elle est actuellement
appelle les gouvernements à accélérer leur transition énergétique pour une énergie à un coût abordable et fiable, notamment pour les pans de nos populations qui sont les plus vulnérables. C'est pourquoi la thématique qui nous rassemble aujourd'hui est particulièrement importante. Merci au ministre du Climat du Danemark, M. Jorgensen, et d'être à la présidence de la Commission. Et merci également au Sénégal d'avoir coprésidé cette commission. Tel que cela a été dit au plus haut niveau de l'AIE cette année et tel que cela a été repris à bon compte par de nombreux délégués. Un grand nombre des thématiques qui ont été abordées aujourd'hui sont au cœur des préoccupations de l'organisation pour s'assurer que les actions et les politiques d'énergie propre soient véritablement axées sur l'humain. Je me réjouis par avance des recommandations qui seront formulées par la Commission mondiale. Des transitions pour une énergie propre sont au cœur de ce que nous faisons. Elles améliorent l'environnement. Elles permettent également des emplois mieux rémunérés. Elles permettent une plus grande inclusivité. Le genre est une dimension qui est particulièrement importante pour moi. Autre point d'importance, l'inclusion des femmes sur le marché du travail et notamment pour ce qui est des postes de direction. Notre enquête que nous avions menée montre d'ailleurs que la diversité à des postes de direction au sein des ministères s'est améliorée et est passée de 5% en 2010 à 30% en 2020. En dépit de ces progrès, l'AIE a créé un comité consultatif qui travaillera à nos côtés pour fournir des orientations sur l'amélioration de la question de l'égalité homme-femme dans nos pratiques et nos politiques. Nous travaillons également en collaboration étroite avec différentes plateformes, par exemple la campagne ECO pour améliorer nos connaissances. Donc pour conclure, tous mes remerciements auprès des membres du panel et des organisateurs. Je puis vous assurer que l'AIE se tient prêt à travailler à vos côtés pour s'assurer que la transition énergétique vers donc des énergies propres fasse la part belle à l'égalité des genres et à l'inclusion sociale. Merci une fois de plus à vous toutes et à vous tous.